Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de l'actualité politique et autres, vous vouliez réagir à ce qui se passe en ce moment chez nos amis espagnols et portugais? Oui, d'abord pour dire qu'effectivement notre monde est maintenant interconnecté. Donc vous avez dit que nous vendions l'électricité à l'Espagne et au Portugal, mais on en achète aussi Exactement, beaucoup. tout à fait. Rappelez-vous que quand il y a Les 18 centrales mois, nucléaires. la moitié de nos centrales seulement fonctionnaient, nous étions importateurs massifs depuis l'Espagne, depuis L'Allemagne, le depuis Royaume-Uni. tous les pays. Vous avez Exactement. une carte en direct de ces échanges d'électricité et donc nous importons Tout à fait. aussi beaucoup. Donc nous sommes dépendants nous aussi de cela. Je pense également que des crises comme celle-là, on n'en connaît pas encore la raison, mais la Californie en vit, et les États-Unis en vivent déjà régulièrement sur des shutdowns sélectifs parce qu'ils ont privatisé leur marché de l'énergie et donc parfois il y en a un qui tombe, voilà. Et que quand nous sommes en train d'électrifier massivement, à la fois on a une stratégie d'électrification qui est normale, Est-ce qu'on a qui est raison, la bonne d'ailleurs stratégie. Est-ce qu'on a raison de tout électrifier, même nos déplacements? C'est-à-dire que Voilà. quand ça s'arrête, la vie s'arrête. C'est la bonne stratégie, mais il faut pouvoir fonctionner sans. Ouais. Et là, nous avons une question de robustesse. Robustesse qui ne peut pas marcher quand, par exemple, vous êtes dans le cloud. Là, on n'a pas accès logiciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur l'ordinateur local. Et ils sont déportés. Et évidemment, nous allons aussi être exposés de plus en plus à cela, à la fois pour des attaques potentiellement terroristes, géopolitiques, d'État ou de trafiquants, de prédateurs. Mais également, nous allons être exposés aussi parce que l'intelligence artificielle va bouffer littéralement notre électricité. Il y a plus d'un quart des contrats l'année dernière dans le monde de nouvelles énergies renouvelables qui étaient passés avec les GAFAM parce qu'ils ont besoin d'électricité, et donc ils mangent tout. J'étais récemment avec un des entrepreneurs de l'intelligence artificielle qui disait que il y a eu, je crois qu'une déclaration de Sam Altman aussi, dire bonjour à l'IA, ça va représenter en fait une consommation ça électrique. veut dire que les écologistes ont eu tort à un moment donné de demander la suppression du nucléaire. Sans nucléaire, on ne peut pas vivre nous ne aujourd'hui. demandons pas la suppression du nucléaire. Nous sommes quasiment opposés au la développement sortie du nucléaire. nouveau nucléaire. Bon, il faut dire qu'il ne marche pas. Ça fait maintenant 19 ans que Flamanville est en route. Ils ont pris plus de 10 ans de retard. x6 sur le budget, c'était 3 milliards, ça les 20. Et nous disons, vous dites qu'il faut sortir du nucléaire. Nous disons qu'au fur et à mesure du développement d'énergies renouvelables, nous allons devoir débrancher pour limiter les risques. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut développer les énergies renouvelables mais ça remplacera jamais. Et réduire la consommation. Ça, c'est la loi française. Je rappelle que nous avons voté en France une loi qui dit en 2050, nous devrons diviser par 2 notre consommation. Là, c'est pas une question de production, mais notre consommation. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas grand-chose pour réduire cette consommation. Si nous ne baissons pas notre consommation, nous serons de plus en plus exposés à ce genre de problème. Mais c'est pas le problème des écologistes. C'est-à-dire que vous votez des normes, des règles, des objectifs et qui sont jamais atteignables. Je vois par exemple ce qui se passe avec les zones qui sont censées exclure les voitures polluantes. Bon, on s'aperçoit que ce sont des millions d'automobilistes qui ne sont pas les plus aisés qui vont être privés de déplacements dans les centres-villes. Donc on est en train de faire marche arrière. Et c'est la même chose sur beaucoup de sujets. Non, vous dites là vraiment quelque chose qui est totalement faux. Excusez-moi de vous corriger. Alors, en quoi c'est faux? Parce que nous n'avons jamais été au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas dire que la loi qui dit la France va diviser par 2 sa consommation d'énergie, elle est faite sur la base de la pression des écologistes. Ça ne marche pas. Nous aurions un pouvoir, vous nous prêtez un pouvoir que malheureusement nous n'avons pas. Pression écologiste au Parlement européen, pression écologiste dans des gouvernements. Nicolas Hulot a été le premier ministre de l'Environnement d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, mais si la loi française a voté la division par 2 de la consommation électrique, c'est parce que c'est la seule solution pour atteindre les objectifs du GIEC. Donc, ça n'est pas les écologistes qui le demandent, juste c'est la science qui nous dit nous n'avons pas d'autre choix que cela. Après, vous pouvez dire c'est la faute des écologistes qui a le dérèglement climatique. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que toutes ces normes, ces règles vont trop vite et que ça pénalise notamment les Français les plus modestes? Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons matière à le faire correctement. C'est vrai si on le fait comme la taxe des Gilets jaunes, qui a généré le mouvement des Gilets jaunes. Ils avaient bien raison. C'est-à-dire que là, on venait leur faire peser une taxe sur eux qui n'avaient pas le choix d'utiliser leur voiture dans le monde périurbain et dans le monde rural, en disant tiens, on vous prend 10 milliards, mais on ne vous les rend pas pour vous aider à changer.
Non, ils vont alimenter les baisses pour les plus riches. C'est la même chose. Sur les ZFE, vous pouvez le faire à Grenoble. Nous avons, si vous êtes petit rouleur, moins de 5000 km, vous pouvez rouler. Si vous êtes porteur d'un handicap, vous pouvez rouler. Si vous avez besoin si vous voulez changer, et nous accompagnons cela, 3 000 € pour changer vers les transports en commun ou l'autopartage. Il peut venir. L'artisan, il est accompagné également. Et donc, tout ça. Donc, il faut quand même plein de dérogations à chaque fois. Ben oui, parce qu'il faut organiser une transition. Si on ne se fixe pas d'objectifs, effectivement, on n'avance pas. Je rappelle que c'est 40 000 morts par an, la pollution de l'air. Je rappelle que ces morts, c'est pas vous et moi qui partons en vacances et qui avons des appartements bien ventilés. C'est d'abord, là, il y a une inégalité sociale de santé. Et cette inégalité sociale de santé, on la retrouve sur l'espérance de vie des ouvriers, de ceux qui vivent près des lieux de pollution, de ceux qui vivent près des axes routiers. Donc, au contraire, les mesures écologistes réduisent les inégalités sociales. Le gouvernement a l'intention de supprimer ou de fusionner un tiers des agences d'État. Je regardais la liste qui circule dans les médias. La plupart des agences concernent l'écologie. Alors on parle de l'ADEME, qui a un budget de 4 milliards d'euros. On parle de l'agence du bio, l'agence de la biodiversité. Est-ce qu'on va faire des économies sur le dos des écologistes et de l'environnement ? Alors, sur le dos des écologistes, c'est pas sur le dos des écologistes. La question, c'est sur le dos de qui, effectivement. Ça peut être sur le dos de l'environnement, ça peut être sur le dos de la biodiversité, du climat. Donc sur le dos des plus fragiles, des plus vulnérables, ceux qui n'ont pas les moyens de s'adapter. Donc vous dites quoi au gouvernement à cela? Il ne faut pas supprimer ces agences? La question des agences, c'est autre chose. Oui, effectivement, il ne faut pas supprimer ces agences, mais ce n'est pas une question budgétaire. Si l'ADEME dépense 4 milliards aujourd'hui, c'est 4 milliards qui étaient dépensés avant directement par le ministère de l'écologie. Le nombre de personnes qui y travaillent pour essayer de faire des économies, ça a du sens? C'est absurde. C'est absurde. Si vous regardez l'évolution du nombre de fonctionnaires en France, en fait, ils ne pullulent pas dans ces agences. Il y a 180 000 personnes qui travaillent dans ces agences. Et le gouvernement dit que ça ferait 3 milliards d'euros d'économies si on fait des efforts. Regardez l'évolution des effectifs. Regardez l'évolution des effectifs, par exemple, sur l'OFB. L'ONF a vu ses effectifs passer de 15 000 personnes à 9 000 personnes. Mais ça ne fait pas doublon avec les ministères. On a un ministère de l'Environnement et à côté, on a des agences qui s'occupent de la même chose. Mais ils ne s'occupent pas de la même chose. Ah bon? Donc ils sont tous utiles. Chaque employé est utile. Je ne dis pas qu'ils sont tous utiles, je ne sais pas en détail là ce que vous citez. Oui, l'ADEME est utile, oui, l'agence du bio est utile, oui, l'OFB est utile. Où fait-on des économies alors, Éric Piolle? La question, il y a deux questions. Il y a où est-ce qu'on fait des économies, d'une part, et d'autre part, où on va chercher des recettes. On est le pays le plus imposé du monde. Ça dépend du périmètre. Si vous sortez les retraites et la santé de vos prélèvements obligatoires en disant tout ça c'est privé, évidemment vous réduisez votre taux de prélèvement. Donc on peut faire encore payer un peu plus d'impôts français? En fait, la question c'est qui paye? Nous étions ce week-end en congrès, nous avons lancé, les écologistes à l'Assemblée ont réussi à faire voter, là aussi par l'Assemblée. Vous noterez que nous sommes moins de 5% de l'Assemblée. Donc s'il y a eu un vote, ce n'est pas le vote des écologistes, c'est bien le vote des législateurs français, de l'ensemble des législateurs français. Nous avons fait voter, là nos députés ont réussi à faire voter la taxe Zuckman, à savoir les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, ils sont taxés au minimum à 2% chaque année. Ça ramène 20 milliards. Oui, mais ça ne suffira pas à combler notre déficit. Ah non, mais il n'y a personne en fait aujourd'hui qui propose d'avoir un déficit zéro. Ce qui est d'ailleurs absolument sidérant. On peut revenir dans les clous. On ne l'est pas, on est d'ailleurs mauvais élève européen maintenant. Oui, c'est là aussi, depuis que je suis adulte, les écologistes n'ont jamais été au pouvoir. Avec François Hollande quand même. Non, ils avaient 3 ministres. Vous étiez dans la majorité parlementaire. Bien sûr, mais nous avions 3 ministres. Vous êtes vraiment de mauvaise foi, là. Vous étiez dans la majorité parlementaire. Oui, d'accord. Mais je crois qu'on avait 10 députés sur 500. S'il y a 10 députés, c'est eux qui font la loi, ils sont extrêmement forts. Ils sont effectivement extrêmement forts. Comment expliquez-vous justement... Excusez-moi, je reviens là-dessus. Mais si on ne taxe pas aujourd'hui les plus riches, les écarts de patrimoine en France se sont accrus très fortement, effectivement, nous n'avons plus de recettes pour accompagner la transition qui, cette transition environnementale et sociale, protège les plus vulnérables. Donc on ne fait pas d'économie à vous écouter. Depuis que je suis adulte... plus d'impôts. En fait, depuis que je suis adulte, monsieur, il y a 2500 milliards, la dette française a augmenté depuis 2500 milliards. Nous n'avons pas été au pouvoir, 100 milliards par an.
Mais si vous étiez au pouvoir, vous dépenserez encore plus alors? Non. Ah bon, non. Non, en fait, moi je dis juste qu'il faut aligner les recettes et les dépenses. Donc il faut continuer à dépenser et prélever pour alimenter les dépenses. Là, on peut faire des choix effectivement sur les dépenses, mais on s'est privé de recettes, de défiscalisation. Nous n'avons jamais eu autant. Les prélevations obligatoires n'ont jamais été aussi hauts. Oui, mais en fait, ça dépend du périmètre. Ah bon. Oui, les 80 milliards de dividendes, ils n'ont jamais été aussi hauts aussi. Mais ils sont taxés, les dividendes? Non. Donc vous voudriez... Non, ils sont faiblement taxés, on a fait une flat tax. Oui. Vous voudriez donc taxer les Français les plus riches et les entreprises les plus riches. Mais où est-ce que vous faites les économies par ailleurs? Parce que ça ne nous dit pas où vous allez économiser l'argent. Regardons déjà ce qu'amènent les recettes. Le rapport Pisani-Mahfouz indiquait qu'il fallait investir 10 milliards dans la transition environnementale. Je donne un exemple, le bassin Grenoblois. Bassin Grenoblois nous en fait une étude pour, c'est des scientifiques de l'INSERM et des chercheurs de l'université qui ont fait une étude. Si nous atteignons les seuils de qualité de l'air de l'Organisation mondiale de la santé en 2030, ils ont calculé que nous économisions 8,5 milliards d'ici 2045. 8,5 milliards. Seulement sur le territoire grenoblois. 700 000 habitants, c'est 1% de la France. 8,5 milliards. Aujourd'hui, on se dit non, on ne fait pas de prévention. En fait, on ne réduit pas. Donc, on a une augmentation des maladies chroniques, une augmentation des problèmes liés à la dépendance. Et en fait, on se dit non, mais c'est pas grave, on continue à ne pas faire ça. Vous ne craignez pas à l'inverse que le gouvernement sacrifie l'écologie dans le budget à venir? Il a déjà sabré assez sévèrement avec MaPrimeRénov', avec l'électrification des véhicules. Ils viennent d'annoncer 3 milliards de gel de crédit sur des fonds environnementaux, donc il sacrifie effectivement l'environnement. Je pense que c'est une erreur stratégique. La politique, c'est évidemment gérer le quotidien et l'articuler avec le long terme. Donc il y a des moments où effectivement des dépenses d'aujourd'hui sont des économies de demain. Et en fait, les propositions que font les écologistes, c'est essentiellement ça. Investissons aujourd'hui, ça nous fait des économies, donc des baisses de dépenses demain. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, regrette la suppression de la taxe d'habitation. Il voudrait créer une contribution modeste, c'est ainsi qu'il la parle, pour les locataires dans les villes, puisque aujourd'hui les locataires ne contribuent plus directement à la collectivité, à la bonne marge de la collectivité locale. Vous êtes d'accord avec ça en tant que maire ? François Rebsamen, il était maire de Dijon il n'y a pas si longtemps, donc je travaillais avec lui à France Urbaine, je suis vice-président de France Urbaine, lui était en charge de notre commission des finances, donc il connaît bien le sujet. Le débat sur quoi, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Macron avait promis, dans sa campagne de 2017, ça a bien marché puisqu'il a été élu, la suppression de la taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation est rapportée environ 20 milliards. Sur ces 20 milliards, 10 ont été donnés, un peu moins, 8 ont été donnés aux 20% des Français les plus riches. Donc la moitié aux 20% les plus riches, la moitié aux 80% les moins fortunés. Donc effectivement, ce mouvement était une erreur puisqu'il a privé les collectivités locales. Donc il faut recréer la taxe d'habitation ? Je ne sais pas si maintenant qu'on l'a supprimée, il faut la recréer. La deuxième question qui se pose, c'est quel est le lien d'un habitant à son territoire et comment les communes ou les intercommunalités ou les départements ou les régions ont en fait un retour sur les stratégies qu'ils mettent en œuvre. Donc vos arguments sont les mêmes que François Rebsamen. Vous souhaitez la contribution. Maire, on travaillait ensemble jusqu'à il y a quelques semaines. Vous êtes plus prudent que lui. Vous dites qu'il ne faut peut-être pas forcément revenir sur cet impôt. Ce que je dis, effectivement, c'est que filer 10 milliards aux 20% des Français les plus riches, ça nous a semblé absurde. Et avoir des baisses de budget dans les communes qui sont le dernier endroit où on fait de la cohésion sociale en France. Notre société, elle va quand même pas très bien. On est un peu fracturés tous. Nous agissons sur l'émancipation, sur la culture, sur l'éducation populaire, sur le sport, sur l'action sociale, sur l'aménagement de l'espace public, l'évolution du logement, de l'alimentation. Effectivement, je pense que ça sera un bon choix de préserver, c'est ce que nous avions dit également à M. Barnier quand il était Premier ministre et à M. Bayrou, de préserver les collectivités locales parce que c'est aussi 75% de l'investissement public en France. Donc ça veut dire que ça a aussi un impact pour les entreprises. Je voudrais vous interroger également sur le meurtre de ce fidèle dans une mosquée du Gard. Le meurtrier présumé a été arrêté en Italie. D'après son avocat italien, il explique qu'il voulait tuer la première personne qu'il croisait, que ce n'est pas un acte islamophobe. On verra ce que dit l'enquête et l'instruction. Ce matin, Xavier Bertrand reprochait à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, de ne pas avoir réagi tout de suite. Il fallait y aller aussitôt, dit Xavier Bertrand. Finalement, Bruno Retailleau a attendu 2 jours avant de se déplacer dans le Gard. C'est un reproche que vous lui faites également ? Tout à fait. Je suis porte-parole des écologistes depuis ce week-end et avec ma co-porte-parole Aminata Niakaté, nous avons fait effectivement hier un communiqué de presse où à la fois nous exprimions évidemment notre solidarité pour les proches de la victime, pour la communauté de cette mosquée, pour l'ensemble des musulmans en France qui se sentent visés, 33 mosquées incendiées en 10 ans.
Et nous disions là que c'est une attaque envers la France et que dans cette attaque envers la France, le ministre de l'Intérieur, il est en campagne pour les Républicains. Voilà, il fait à la fois ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle, candidat pour la tête des Républicains, et qu'il a attendu 48 heures. Et que oui, c'est honteux, alors que jeudi, il se précipitait sur cet atroce fait divers nantais pour en faire ses choux gras. Donc il y a deux poids, deux mesures. Oui, c'est honteux. Et oui, on retrouve les travers, hein, l'obsession de M. Retailleau pour l'immigration et son obsession, qui est une obsession raciste, en fait, se traduit aussi dans ces gestes symboliques. Pourquoi une obsession raciste ? Parce qu'on peut vouloir faire de nouvelles règles sur le voile ou avoir des propos durs, mais sans être raciste. Oui, je pense qu'à force de cibler toujours les immigrés et les immigrés ou les immigrés supposés, parce que c'est aussi les immigrés supposés hein, qui sont aussi autant français que tout le monde ici. Qu'on soit français de première, deuxième génération, troisième, qu'on soit parfois descendant de français des colonies, je rappelle que nous avons une histoire coloniale, nous sommes toutes et tous français pareils. Voilà, nous sommes toutes et tous français pareils. Lui, il a une obsession, c'est l'islam et l'immigration, et il assimile à cela, évidemment, tous les gens qui ne sont pas blancs. Donc oui, je pense qu'il y a là un problème. Donc le ministre de l'Intérieur est raciste ? Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous laisser ce commentaire. Non, mais j'essaie de comprendre vos propos. Oui, je pense qu'il véhicule aujourd'hui des codes qu'il choisit, et ces codes ciblent l'islam et ciblent les immigrés. Et donc, au sens large, évidemment, puisqu'on ne voit pas sur la tête de quelqu'un s'il est français ou étranger, donc évidemment, les personnes de couleur en France. Merci Éric Piolle d'être venu sur le plateau de BFM Story.